Salut et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, c'est la 10e partie de notre série de vidéos qui porte sur les gabarits de perçage et de fixation. Mais avant de rentrer là-dedans, je voudrais juste dire, je vais répondre à la fin de la vidéo à une question de Michel. Michel se demande pourquoi je ne pars pas ou je ne fais pas tourner le tour quand je scie sur le tour. C'est beaucoup une question de sécurité, puis je pense que ça mérite d'être expliqué. Je vais le faire à la fin parce que j'ai tendance à surexpliquer les choses, puis je ne veux pas vous perdre avant même d'avoir vu le sujet du jour. Et ça, c'est le positionnement et la fabrication et l'installation de notre douille guide dans notre gabarit de perçage pour notre trou dans les surfaces tertiaires de notre pièce. Ça, c'est ma pièce. Ça, c'est une surface de référence, ça et ça en arrière. Bon, bien, je vais vouloir, si on regarde notre dessin, positionner de la surface arrière un quart de pouce et de la surface latérale ici, un quart de pouce. Mais quand je l'installe dans mon gabarit, puis ça, c'est la seule façon qu'elle peut être installée à cause de la goupille anti-idiot, si on peut dire, full proofing pin, bien, j'ai une épaisseur ici qu'il va falloir que je sache. Et au fond, l'arrière, il y a une épaisseur là. Je ne peux pas juste toucher, aller un quart de pouce, toucher en arrière, aller un quart de pouce. Il va falloir que j'ajoute ces épaisseurs-là. Et ça, c'est quelque chose qui va devoir être précis. Donc, on va commencer par mesurer ces deux épaisseurs. Bon. Ça ici, c'est la paroi que je veux mesurer et l'épaisseur ici, la paroi au fond, je veux également le mesurer. On va commencer par la paroi ici parce qu'elle est plus facile à faire. Puis on va juste venir avec notre micromètre mesurer ça pour voir qu'on est à 379 millièmes de pouce. Ça, c'est l'épaisseur ici. Mais moi, quand ma pièce est assise dedans, je veux que ça soit 250 millièmes ou un quart de pouce plus loin que le bord ici. Fait que 379 plus 250, ça veut dire que je veux avoir mon positionnement dans ce plan-ci à 529 millièmes de pouce. Un petit peu plus qu'un demi-pouce. Bon, ceci étant dit, à l'arrière, ça va être un peu moins drôle parce que il va falloir qu'on rentre notre micromètre là-dedans. Puis ça va être un peu moins beau à voir parce que c'est une drôle de position. Mais je vais juste venir me placer pour percer. Il vient juste légèrement serré. Puis ensuite, je me repositionnerai pour tenir correctement mon micromètre. Bon, là, ça va. OK, là, ici, je mesure ça pour voir que je suis à... Oui, vraiment 146 millièmes de pouce. Bon, bien, 146 millièmes de pouce plus 250 millièmes de pouce, qui est la distance que je veux que le trou soit de la référence primaire, bien, ça va me donner 396 millièmes de pouce. Puis là, je vais juste, excusez, sortir ça de là. Je me dis, c'est pas une position normale. Donc, je vais vouloir ici, de l'arrière, avoir 396 millièmes de pouce et du bord ici, je vais vouloir avoir 529 millièmes de pouce. Positionné très précisément. C'est toujours une bonne idée de suivre ses propres recommandations. Et je ne l'ai pas fait ici. J'ai mal planifié ce projet-là. Et bien, je paye pour maintenant. Parce que je me suis usiné dans un coin, littéralement. Si je vois en rouge ici, j'ai un trou d'un quart de pouce, puis c'est là que le trou devrait être. Et en bleu, j'ai mon trou d'un demi-pouce. C'est clair que le trou d'un demi-pouce va rentrer dans mon trou de dégagement de coin, là. Et ça va coincer. C'est pas bon, c'est difficile à contourner comme problème à ce stade-ci du projet. Là, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Bien, ce que j'aurais dû faire, puisque le trou d'un demi, c'est pour ma douille guide, j'aurais dû ne pas usiner la pochette tout de suite. Percer ce trou-là.
installer ou presser une légère interférence, un goujon en acier doux, le même genre de matériel que le corps du gabarit, pressé en dedans. Il n'y a pas rien de ça, donc je perce à travers tout ça. Puis je vois pas de différence parce que le forêt rencontre de l'acier doux. Pendant qu'il perce de l'acier doux, tout est beau, tout reste où il est supposé, pas de coinçage. Une fois que ça c'est fini, j'extrais la douille ou whatever, la goupille, puis j'usine mon pochetage. Si j'avais fait ça, ça aurait été parfait. J'aurais eu aucun problème. Mais j'ai pas bien planifié mon affaire. Tu sais, la séquence d'opération, comment c'est important, on a une série de vidéos là-dessus. J'aurais dû le faire ici. Évidemment, je me pensais trop bon pour ça. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ben, je suis un peu coincé vraiment ici. Vraiment coincé. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est juste percer mon trou d'un quart de pouce. Percer et alaiser. Et utiliser ce trou-là de deux façons. Je n'ai pas décidé encore. Je pourrais utiliser le trou comme trou guide, comme une douille guide, dans le fond, pour percer ma pièce. Mais il va y avoir de l'usure parce que le trou est profond. Puis, si je perce tout ça, bien, les copeaux qui vont monter à travers là, ça va user rapidement. Puis, cette affaire-là ne durera pas longtemps. C'est quoi mes options? 1. Percer, mais rentrer juste peu profondément dans la pièce. Puis, aller m'installer sur la perceuse par après sans les gabarits et juste compléter ce perçage-là. Ça, c'est quelque chose que je pourrais faire. Ou, plus simple encore, mais je n'ai pas décidé, ça serait de faire le même trou, mais au lieu de commencer à percer peu profondément, mais je ne percerais pas du tout et je ferais juste mettre une goupille d'un quart de pouce pointue à 60 degrés ou à peu près pour venir pointer l'emplacement et aller le finir sur la perceuse. Il y a une opération de plus à faire si je fais du pointage parce qu'il va falloir que je prenne un forêt à centrer pour partir ou un forêt à pointer, puis ensuite mon forêt un quart de pouce. Fait que ça fait quand même pas mal d'installations supplémentaires. Mais sinon, probablement, on verra. Juste percer un peu, puis aller le finir sur la perceuse. Bon, le fait que je vais percer et alaiser le plus petit trou, pour ne pas interférer avec mon trou de dégagement de coin, mais ça me sort pas complètement du bois. J'ai encore un problème potentiel. Le forêt est de petit diamètre, ça ne m'inquiète pas vraiment, mais je prends plus de chance. Ici, lorsque je vais percer et alaiser, le bout du trou va devenir, je veux dire, très proche ou coïncider avec le coin juste ici du trou de dégagement. Ça veut dire qu'il va y avoir moins de support sur ce côté-là au fur et à mesure que je progresse à travers la pièce. Avec un gros forêt, ça serait définitivement un problème. Mais avec un petit forêt, ça l'est beaucoup moins, mais je ne prends pas de chance. Ce que je vais faire, c'est que dans le trou ici, je vais positionner une goupille avec une légère interférence, en laiton, soit-ci, pour juste donner le soutien requis. Là, quand j'expliquais ce que j'aurais dû faire avant, ben, c'était une goupille en acier, du même type que le gabarit. Pourquoi? Parce que j'étais pour couper la goupille en même temps. Ici, tout ce que j'ai besoin, c'est du support. Je vais donc en faire une en laiton. Ça va être plus facile à produire, puis beaucoup plus facile à extraire. Donc, c'est une bonne leçon. Faites pas comme moi. Suivez mes recommandations, parce que moi, je ne sens pas être assez smart pour le faire.
On peut clairement voir ici pourquoi je voulais du support pour le trou que j'étais en train de percer. Parce que les deux trous d'un corps, là, ils ne s'intersectent pas, mais presque. On peut maintenant aller voir qu'est-ce qu'on va faire pour tenir la pièce, oui, mais surtout pour la tenir contre ses surfaces de référence. Comme vous le savez sans doute, ceci est la 10e partie de cette série de vidéos. Et je dois avouer que je commence à être un peu fatigué, pour ne pas dire tanné du projet. Donc, j'ai décidé de sauver un peu de temps et de remplacer les deux boules et ressorts que j'allais installer par une petite accessoire de compression en néoprène dense. On voit ici que j'ai façonné juste avec un X-Acto un bout cylindrique qui est compressé à l'intérieur de ce trou-là. Et sur le bout ici, on peut voir qu'il y a une petite partie triangulaire contre laquelle va venir reposer le coin de la pièce. Là, celle-là est un peu trop petit, donc je l'ai façonné un deuxième ici et je l'ai installé. Ça, là, ça va garantir que ma pièce, lorsqu'installée à l'intérieur, va être poussée contre sa surface secondaire et tertiaire. Et quand je serre le tout dans l'étau, ça va forcer la pièce contre sa surface primaire. Donc, voici mon outil, voici ma pièce. Donc, je peux l'insérer à l'intérieur ici. Et comme on peut voir, le morceau de néoprène pousse la pièce contre la surface secondaire et contre la surface tertiaire. On est donc prêt à aller commencer à percer. Bon, on a nos deux gabarits et nos 8 pièces avec 3 trous dans chaque pièce qui ont été positionnés à l'aide de ces gabarits-là. Produire ces deux gabarits de perçage-là, c'était un gros travail pour 8 pièces, mais rappelez-vous, on en fait 8 juste parce que c'est une démonstration, mais on pourrait être en train d'en faire des centaines, puis ça aurait été beaucoup plus rapide avec les gabarits. Beaucoup plus précis et constant. Donc, ça, c'est ça. Si on regarde ma pièce, par contre, il nous reste un angle là, et il nous en reste un à produire sur l'autre côté, et cette surface-là, qui est miroir de celle-ci, va passer à travers du trou.
Et c'est pour ça qu'on a produit le trou avant de faire l'angle. Puis ça, ben, on va faire ça dans la prochaine vidéo. Mais avant qu'on se laisse, j'aimerais répondre à une question que j'ai reçue de Michel, qui me demande pourquoi est-ce que lorsque je coupe sur le tour avec une scie à main, pourquoi est-ce que je n'allume pas le tour? Pourquoi est-ce que la pièce ne tourne pas? Mais pour deux raisons. La première raison, mais pas la principale, c'est que quand je coupe, je veux que ma lame rentre dans la pièce et sorte de la pièce. Et entre le moment où elle rentre et le moment où elle sort à l'autre bout, la dent ne doit pas s'engorger de copeaux. Parce que si elle devient engorgée de copeaux, elle va commencer à frotter, puis elle va se soulever, puis elle va arrêter de couper. Puis je vais finir avec une lame qui est tout gommée. Donc ça, c'est un problème. Quand ça tourne, bien, on a de la misère à juger. Il faudra en réalité, si le tour tourne, que j'avance beaucoup plus lentement. Et ça, ben, c'est pas quelque chose que le monde fait. Puis pire encore, c'est que le monde a tendance à pas avancer du tout. Donc à prendre la scie et à essayer de couper avec. C'est pas un outil à tronçonner, là, c'est une scie. Il faut qu'elle rentre, il faut qu'elle sorte, il faut qu'il y ait ce mouvement-là pour dégager les copeaux des dents. Donc ça, c'est une raison pratico-pratique. Ça ne va pas plus vite réellement si le tour tourne. Le deuxième, par contre, c'est la sécurité. Et ça a à faire avec, lorsque je coupe avec une scie à main, bien, c'est pas rare que ma lame avoie ou bifurque un peu de côté. Si je suis en train de couper une pièce qui est tenue dans un étau, bien, pas de problème. Je peux me reprendre ma coupe à côté. J'ai toutes sortes d'options, mais ce n'est pas un gros danger parce que si elle va trop de côté, bien, j'ai juste une coupe qui est trop de côté. Par contre, sur le tour, si je coupe sur une pièce qui tourne et elle commence à avoyer ou à aller de côté, bien, je vais être en train de couper un cône mâle et femelle. Ça mérite un peu plus d'explication. J'ai ici une pièce cylindrique. Okay, puis on le voit ici sur le bout, projection au troisième diède, et je vois les lignes pointillées qui montrent le fond ici de cette coupe-là, qui, je veux dire, devrait en avoir d'autres, je ne les ai pas toutes mises, je voulais juste montrer que c'était bel et bien cylindrique. Si j'ai une scie à main et je coupe perpendiculaire à l'axe de la pièce, sans que la pièce soit en rotation, je vais obtenir ceci comme résultat. Le meilleur résultat. Ici, je continue, bien, je vais sectionner ma pièce. C'est la meilleure situation. Si je coupe droit, avec le tour en rotation, je vais couper ici. Je coupe les deux bords en même temps et beaucoup de possibilités parce que le mouvement va être moins complet, moins calculé. Hein, ici, si c'est un acier doux, on va faire à peu près un coup à tous les secondes. Ici, j'ai quand même des chances de surchauffer ma lame et de la coincer en place. Pas une bonne situation. Sur le tableau, ça a l'air beau et propre, mais vraiment, c'est problématique. Si je coupe croche, sachant qu'on coupe toujours un petit peu croche, ou à l'angle, si je coupe ici, et la pièce n'est pas en rotation, mais j'ai ça, puis c'est pas un problème sécuritaire, c'est un problème en fait de perte de matériel, mais c'est aucun problème de sécurité, je vais couper, je vais sectionner la pièce, il n'y a pas de risque de coinçage, ce n'est pas dangereux, c'est juste croche. Par contre, si le tour est en rotation et je coupe à cet angle-là, par inadvertance, mais je vais me ramasser avec ça, et ça, c'est impossible. Parce que la lame, elle est rectiligne, elle est droite. Fait que si je commence à couper là, je vais produire un cône sur le côté intérieur, à l'angle qu'on voit là, puis c'est un cône parce que je coupe les deux bords en même temps. Sur le côté opposé de la coupe, mais si je monte en ligne cachée, ça n'arrivera pas. Ce que je vais réellement avoir, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc le cône intérieur de ma coupe, et ce qui devrait être le cône extérieur, ou cône extérieur, cône intérieur, mais ce ne sera pas un cône, ça va être une ligne droite. Parce que le côté de la lame en descendant, le coin ici, va enlever la matière sur le bout au fur et à mesure. Très dangereux.
parce qu'il y a un bout de la lame qui est soulevé par l'action de rotation, l'autre bout de la lame qui est poussé vers le bas par la rotation. Et il y a moi qui pèse de plus en plus fort, puis j'ai de la misère à couper ça. Et ça, ben, ça va faire de la friction, puis ça peut coincer la lame. Là, vous êtes je sais, vous êtes smart, vous êtes en train de dire, mais il ne peut pas coincer parce que c'est un angle qui est ouvert sur l'extérieur. Le problème, c'est que c'est pas comme ça. Si on coupe ça, on va s'en apercevoir, et honnêtement, ça ne se rendra pas très loin parce que ça va exiger une énorme quantité de force, et vous allez juste casser votre lame, qu'elle soit coincée ou non. Donc, ce qu'on risque, le problème, ce qu'on risque d'avoir, c'est que vous soyez juste un petit peu croche. Le trait de scie d'une lame de scie est toujours plus large que le corps de la lame de scie. C'est normal parce qu'il y a un avoiement des dents. Parce qu'on ne veut pas que le corps frotte dans sa rainure. Si on est juste un petit peu à l'angle, quand on coupe avec le tour en rotation, la lame va essayer de se conformer à cette situation-ci, donc un cône intérieur, un cône extérieur, et elle va essayer de se courber ou de se tordre pour faire le mouvement qu'on veut qu'elle fasse. Et ce faisant, les côtés du corps de la lame vont frotter d'un bord et de l'autre. Ça va créer beaucoup de chaleur. Et ça peut, ou ça risque fort bien, de saisir la lame dans la rainure que vous êtes en train de produire. Si on est très à l'angle, vous allez voir, ça ne marche pas du tout. Là. Ça, c'est purement théorique. Mais si on est un peu à l'angle, ça, c'est une possibilité. Le plus creux que je vais, le pire que ça va devenir. Et puisque je tords la lame, ben, les chances de coincer la lame à l'intérieur de sa rainure sont très élevées. Et, si ça arrive, c'est très dangereux. Donc, pour la sécurité, pour votre bien-être, ceci est la meilleure situation. Si on ne peut pas couper droit, ceci est votre deuxième meilleure situation. Et toutes les autres sont inacceptables. Si vous voulez faire ça, bien, allez vous chercher un outil à rainurer. Là, dans un étau, bien, si ma lame coince, c'est vraiment pas la fin du monde. Je recule, je recommence. Par contre, dans le tour, si ça coince, ça pourrait casser la lame. Si la lame casse, puis la pièce est en rotation, bien, on pourrait faire 2-3 tours, puis partir, puis décider de faire un trou au plein milieu du front. Et ça, bien, ça serait un gros problème. Par contre, elle pourrait également décider de rester coincée dans la pièce et de commencer à tourner. Et ça, bien, ça serait comme un hachoir. Puis, c'est une excellente façon pour découper des pièces de notre corps et des doigts qui revolent, puis tout le kit. C'est vraiment pas une bonne idée. Donc, si vous voulez éviter d'être obligé d'essayer de trouver vos doigts à terre dans l'atelier, partez pas le tour quand vous sciez à main. Si vous voulez tenir la pièce dans le tour, parfait, aucun problème. Partez-le pas. Utilisez-le comme un étau. Puis, vous avez des meilleures chances de finir en une pièce. Là, ça ne prendra pas réellement plus de temps de le couper normalement que ça prendrait si on le faisait en faisant tourner le tour. Donc, ça vaut vraiment pas la peine. Bon. Dans la prochaine et dernière vidéo de cette série, parce qu'il nous reste juste une chose à faire, mais on va être en train de produire un gabarit de fixation de mâchoire, pas de fixation de mâchoire d'étau, mais un gabarit de mâchoire d'étau de fixation pour orienter mes pièces pour que je puisse fraiser en série mes pièces ici pour accélérer le travail. C'est ça l'objectif de produire des gabarits. Donc, d'ici là, bien, amusez-vous, mais soyez prudents et bon usinage.